Les policiers qui l'ont tiré hors de son jardin ne se sont jamais demandé pourquoi une femme de 82 ans se déplaçait avec une telle précision. Ils ont ri quand l'ordinateur du commissariat a clignoté rouge en signalant un accès réservé niveau 6 après avoir scanné ses empreintes. Juste un bug du système, ont-ils dit. Mais lorsque la nuit est tombée sur Saint-Étienne-sur-Loire, 2 hommes en costume sombre sont arrivés, exigeant sa libération immédiate. « Elle est plus dangereuse que vous tous réunis », a déclaré l'un d'eux au brigadier en faction, visiblement sceptique. Personne dans ce village paisible du sud de la France n'aurait pu imaginer que la vieille femme noire qu'ils appelaient ironiquement Mamie Jeanne avait été l'agente 47E, la veuve fantôme, une légende du renseignement militaire, dont les missions étaient si secrètes que les évoquer relevait de la trahison. Il venait de menotter une légende vivante. Elle était sur le point de leur rappeler pourquoi son nom avait fait trembler les ennemis pendant un demi-siècle. La statuette de nain de jardin qui trônait devant la maison de Jeanne Morel arborait un sourire ébréché sous son bonnet rouge passé. Jeanne, que tout le monde appelait Mamie Jeanne, s'agenouillait près de ses lys, ses doigts noueux fouillant la terre comme s'il dansait. À 82 ans, ses gestes étaient plus lents, mais chaque mouvement conservait une exactitude effrayante. Le soleil matinal caressait sa peau foncée, marquée de rides profondes, témoin d'une vie que personne ici ne pouvait imaginer. Rue des Tilleuls était déserte ce mardi matin. Jeanne préférait le silence. Elle l'avait apprivoisé pendant des décennies. « Bonjour, Madame Morel », lança Madame Dupont d'en face, en agitant son journal. Jeanne hocha la tête, mais ne répondit pas. En 15 ans, elle avait échangé moins de 10 mots avec ses voisins. Les gens l'avaient vite étiquetée, la folle du quartier ou la muette noire. Elle s'en accommodait. Les étiquettes protégeaient mieux que les vérités. Un véhicule de gendarmerie roula lentement dans la rue. Jeanne le remarqua avant même qu'il ne réduise sa vitesse. Une anomalie sonore, un changement de pression. 3 gendarmes sortirent. Signalement d'une personne suspecte, annonça l'adjudant Michel Renard en se campant fièrement sur ses bottes. Une femme noire âgée rôdant près de l'école. L'agent posa la main sur son arme. Elle regardait les enfants, avait l'air bizarre, ajouta-t-il. La jeune recrue, caporal Béatrice Mercier, resta en retrait, son regard naviguant entre ses collègues et la vieille femme. Jeanne continuait de planter. « Madame, il faut qu'on vous parle », lança Renard. Jeanne se redressa lentement, son dos bien droit malgré l'âge. Ses cheveux blancs tirés en chignon dégageaient un visage impassible. « Vous parlez français » demanda le moine fort, comme si le volume remplaçait le respect. « Je parle 6 langues » répondit Jeanne, calme. « Le français est l'une d'elles. » Le moine grimaça. « On vous a vu près de l'école ce matin. »« C'est faux » répondit-elle simplement. « Donc, Madame Carpentier ment » insista Renard. Elle a donné une description précise. Jeanne jeta un œil à la caméra embarquée du véhicule. « Je jardine depuis 7 heures. Quelqu'un peut le confirmer » demanda Mercier, plus douce. « Les oiseaux, le facteur, Dieu, et mes caméras de sécurité. » Le moine ricana. « Vos papiers, madame. » À l'intérieur. Jeanne fit un pas vers sa porte. « Stop » Renard la saisit au bras. « Mercier vous accompagne. » Jeanne regarda sa main sur elle, puis son visage. « Je ne consens pas à être touchée. Et moi, je ne consens pas à voir des individus suspects dans ma ville. Vos papiers, maintenant. Vous me faites mal. » « Coopérez et tout ira bien, » dit Mercier. « Je n'ai rien fait de mal. C'est à nous d'en juger, » dit le moine. Il la fit pivoter brutalement. Elle heurta le nain de jardin qui se brisa. Les menottes claquèrent. Jeanne fixa les morceaux. Ce nain venait de son mari, mort en mission. Un des rares objets qu'elle avait gardés. « Fallait obéir » ricana le moine. Madame Dupont filmait depuis son perron. D'autres voisins observaient. Personne n'intervint. Le trajet jusqu'au poste dura 12 minutes. Jeanne les compta mentalement, respirant comme on lui avait appris jadis. Elle fut fichée, photographiée, enfermée sans explication. « Quels sont les chefs d'accusation » demanda-t-elle. « Comportement suspect, résistance, possible intrusion. On verra. » Elle resta droite sur son banc, les mains croisées. On ne lui proposa ni eau, ni explication. Derrière le guichet, la jeune Béatrice observait l'écran. La fiche de Jeanne avait déclenché une alerte rouge, accès militaire niveau 6.
Elle alerta Renard. Il haussa les épaules. Bug, relance, même résultat. Efface ça, et tais-toi. Jeanne regardait la scène à travers la vitre. Elle avait tout compris. À quelques rues, Malik Ndiaye, journaliste indépendant, tomba sur une vidéo de l'arrestation. Il reconnut Jeanne. À 9 ans, elle l'avait sauvée d'une bande de jeunes. Elle n'avait rien dit, juste marché avec lui jusqu'à la maison. Il démarra aussitôt pour le commissariat. Le soir, Jeanne eut droit à un appel. 3 mots. Code ombre activé. Renard voulut perquisitionner la maison de Jeanne. Mercier s'inquiéta. Ordre du juge Vasselin, répondit-il. À l'intérieur, ils ne trouvèrent que des médailles de guerre de feu son mari. Mais le moine força un coffre, un vieux journal codé. Il brisa volontairement le cadre contenant les médailles. Mercier le regarda. Quelque chose en elle changea. La pression publique força la mairie à libérer Jeanne, sans excuse, sans charge. Elle sortit, droite, muette. Elle marcha jusqu'à la quincaillerie de Tina, traceuse Moreno. Vieille compagne d'armes. « Tu veux quoi? Tu as gardé les fusils? Dans la cave. Tu comptes faire quoi? » Récupérer mon journal. Jeanne, on n'a plus 30 ans. Et certaines dettes ne vieillissent pas. À la tombée de la nuit, Malik et Amanda, la jeune opératrice de saisie, décryptaient le journal. Code visionnaire, clé spectre 1992. Des dizaines de missions réussies. Signé 47E. Des noms, des lieux, des trahisons. Un en particulier, le juge Vasselin. Beyrouth 1992. Vente d'informations. 4 otages tués. Jeanne avait la preuve. Elle alla le voir. « Je veux que vous retiriez cet ordre psychiatrique. Démissionnez. Ou je dévoile tout. » C'est du chantage. C'est de la justice. Il céda. Le lendemain, la tension grimpa. Des agents de division 9 entrèrent en ville. Elle réunit son équipe. Reggie Le Sourd, Amanda, Malik, Tina, Doc, un ancien médecin de terrain. Elle forma aussi des ados du quartier. Leur dit « Ce combat est à vous maintenant. » Renard prépara un raid avec 6 hommes. Mais le soir venu, la maison était vide. Elle avait laissé une note, encore trop lent. Les caméras avaient tout filmé. Malik publia. Le pays entier vit l'illégalité en direct. Des démissions, des appels à la réforme. Mais Division 9 ne reculait pas. Ils firent exploser la boutique de Tina. Reggie trouva des micro-militaires dans la maison de Jeanne. Doc fut enlevé. Elle comprit. C'était elle qu'il voulait. Pour avoir survécu. Pour se souvenir. Pour avoir gardé des preuves. Ce n'était pas seulement une question de vengeance ou de silence. C'était une question de contrôle. Ils avaient cru l'effacer, la réduire à une statistique, à une rumeur enfouie sous des décennies d'oubli. Mais Jeanne n'était pas du genre à disparaître sans laisser de traces. Elle avait passé sa vie à anticiper les trahisons. Et celle-ci, elle avait vu venir. Elle montra à Malik une bande, une vieille cassette qu'elle avait gardée cachée dans le double fond d'un pot de peinture, derrière une étagère de livres de jardinage. 1992, Kandahar, embuscade, ordre de liquider l'équipe. Code de validation, Klein, aujourd'hui chef de division 9. Sa voix, claire, nette, impitoyable, résonnait sur la bande. Aucun doute possible. Le même ton que celui qu'il utilisait aujourd'hui dans ses discours sécuritaires. Jeanne ne cligna même pas des yeux. Elle avait revu ces images 1000 fois chaque nuit. Ce jour-là, elle avait enterré ses frères et sœurs d'armes dans le sable de ses propres mains. Elle retrouva Doc, caché sous son nom civil, dans un petit hôpital rural en Bretagne. Il avait changé, le regard fatigué, mais ses mains tremblaient toujours légèrement quand on parlait du passé. Il avait gardé les enregistrements, en format numérique cette fois, protégés dans une clé USB cachée dans un faux stéthoscope. La preuve finale, inaltérable, indiscutable. Malik, lui, ne disait rien. Il enregistrait, triait, archivait, préparait le terrain. Ils piratèrent une émission télé en direct, pendant le journal du soir. La France entière regardait le débat entre 2 politiciens qui se lançaient des accusations stériles. L'image sauta. L'écran vira au noir. Puis le visage de Malik apparut. Sérieux. Concentré. Derrière lui, l'insigne 47E. Il parla calmement, raconta ce qui s'était vraiment passé, diffusa les images. On entendit la voix de Klein donner l'ordre d'élimination. On vit les soldats tomber, l'un après l'autre, dans le désert. On vit Jeanne, blessée, traînant le corps d'un camarade sous les balles. Le monde regarda, et ne détourna pas les yeux. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Des vétérans confirmèrent les détails. Des familles reconnurent des visages. Klein, trahi par ses propres mots,
fut convoqué devant une commission d'enquête. Il tenta de nier, de parler de montage. Mais les métadonnées des fichiers, les témoins, les documents internes le clouèrent au sol. Il fut arrêté. À l'aube, menottes au poignet, il fut emmené par ceux qu'il commandait la veille encore. Le président lui-même vint remettre la médaille de la valeur à Jeanne, sur la pelouse de sa modeste maison de Milly-sur-Serein. Elle refusa les livres, les films, les honneurs. Elle ne voulait pas de musée, pas de statue, pas de biopic avec une actrice célèbre. Elle retourna à ses fleurs. Sa roseraie était en pleine floraison. Les pétales dansaient sous le vent comme autant de souvenirs doux et amers. Sur sa pelouse, un nouveau nain de jardin, barbe grise, posture martiale. À ses pieds, une plaque avec les noms de son unité. 47, gravé avec soin. À l'arrière, un message discret, toujours debout. Les jours passaient lentement. Les journalistes campaient devant chez elle pendant des semaines, mais elle ne disait rien. Elle coupait ses tiges fanées, elle nourrissait les oiseaux. Parfois, elle sortait un vieux cahier, écrivait quelques lignes, des pensées, des dates, des noms. Le passé ne mourait jamais vraiment, il se recyclait en semences. Un jour, une petite fille toqua à sa porte. Les cheveux frisés, les yeux brillants de courage naïf. « Ma grand-mère dit que vous formiez les meilleurs soldats du monde. Vous croyez que je peux en être ?» Jeanne resta un instant silencieuse, puis sourit. Un vrai sourire, rare et sincère. « Viens voir. » Elle l'amena jusqu'au fond du jardin, ouvrit une trappe dissimulée sous un faux parterre de pierre. Des marches étroites descendaient dans le noir. La fillette n'hésita pas. En bas, le sous-sol secret. Tout était intact. Les armes démontées, nettoyées, rangées. Les dossiers, les cartes. Un espace d'entraînement minuscule, mais précis. Des mannequins, un mur d'escalade, un circuit de tir silencieux. Ses mains touchèrent les armes, le passé et l'avenir. Chaque objet avait une histoire, chaque trace d'usure, un nom. Elle tendit à l'enfant un ancien carnet, jauni par le temps. « Tiens, commence par là, lis, observe, puis on verra si tu es prête. » La légende était vivante et prête.